Bonjour tout le monde et bienvenue à 168 heures. Aujourd'hui à l'épisode, je me suis entretenu avec Vincent Landry. Vincent qui revient tout juste de sa dernière expédition, 5 mois à travers les États-Unis, des déserts les plus au sud jusqu'aux montagnes enneigées du Colorado, vraiment là, de la frontière du Mexique jusqu'à celle du Canada, où il est parti seul avec son sac à dos. C'est un épisode que je trouve particulièrement bonbon. On rentre dans l'univers de Vincent qui a des ambitions très grandes, les capacités aussi de faire arriver ses objectifs puis ses rêves. Je trouve que, en tout cas personnellement, ça me donne envie de reconnecter avec mes propres rêves de jeunesse. Je crois que tous ceux qui ont envie de donner un second souffle à leurs rêves de jeunesse vont y trouver leur compte dans cet épisode franchement inspirant. Je vous souhaite un excellent visionnement. Hey, merci d'être là, Vincent. Super plaisir, super content d'être là. Merci de prendre le temps. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait pas longtemps, 4 jours, tu étais à Vancouver, à l'aéroport, tu attendais ton vol de retour de ton expé. Là, tu viens de revenir à la maison. Exact. Tout juste, c'est tout frais. Comment ça s'est passé le retour? C'est bien passé. Encore un peu sur le décalage. Non seulement un décalage horaire, mais aussi un petit décalage physique, psychologique. C'est deux mondes complètement différents. C'est clair, parce que là, tous les jours, tu te déplaçais avec ton baluchon sur le dos. Là, t'arrives à la maison, la douche, dormir dans un lit, tu sais, ça doit être un peu particulier. Là. Le confort et la routine. T'as pas fait aussi... il me semble que tu m'avais dit la semaine passée que t'allais faire des surprises à ton monde, à ta famille pis tout. Exact. En fait, j'ai acheté mon billet d'avion il y a environ plus d'un mois de cela et je l'ai dit à personne. Donc pour moi, le retour à la maison était synonyme de surprise. Beaucoup de personnes qui s'attendaient à me voir. Et moi, je m'amusais à faire des surprises, à voir leurs réactions. Donc c'était vraiment des beaux moments que j'ai partagés avec ma famille et mes amis proches. Là. C'est quoi, t'es arrivé dans des soupers? J'étais arrivé à l'improviste dans des soupers ou juste au beau milieu de la journée chez certains et tout simplement juste faire comme si de rien n'était. Les autres s'attendaient pas à te voir avant une couple de jours. Aucune idée. Ok, excellent. C'est qui a réagi le plus fort? Sans surprise, ma mère. Ouais, Ma mère a réagi, a eu la plus belle réaction à mon avis, puis c'est juste aussi, là. Ah oui, c'est clair. Pour les gens qui connaissent pas, qui te connaissent pas, qui savent pas exactement le périple, l'expédition que tu viens d'accomplir, je pense que ça vaudrait vraiment le coup que tu nous fasses un petit aperçu de à quoi ça ressemblait tes 5 derniers mois. Avant qu'on replonge dans un peu ce qui t'a mené à prendre la décision d'aller là, parce que t'es passé d'un univers à un autre, puis je suis vraiment fasciné par cette transformation-là. Mais donc, si on récapitule tes 5 derniers mois, en gros, l'objectif c'était quoi? Les 5 derniers mois, pour moi, l'objectif c'était simplement de connecter tous mes pas du Mexique au Canada à travers les États-Unis. Donc moi, l'objectif c'était de traverser les États-Unis à pied. Okay. Par un sentier qui s'appelle le Continental Divide Trail. Yes. Le sentier de division continentale, c'est quoi en fait? Ça va suivre la ligne de division des eaux hydrographiques du continent américain. Donc, on s'imagine une grosse chaîne de montagnes. Quand il y a des précipitations, les précipitations vont se diriger soit dans une masse d'eau ou l'autre, que ce soit l'Atlantique ou le Pacifique. Cette division-là, en fait, c'est vraiment la ligne exacte où les pluies vont se séparer à 2 endroits simultanément, c'est-à-dire l'Atlantique et le Pacifique. Donc, tout ce qui est à l'est de cette chaîne de montagnes-là va vers l'Atlantique, tout ce qui est à l'ouest va vers le Pacifique. Exactement. Donc, moi, j'ai suivi cette ligne-là dans environ le sentier va suivre cette ligne-là peut-être à 50 km de distance en tout temps. Des fois, il la traverse, même à plusieurs reprises. Et puis, ça suit la ligne de division à travers le territoire américain, traversant 5 États, donc du Mexique au Canada, en nord le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming, l'Idaho et le Montana. Donc 5 États et bien des écosystèmes différents. Puis pour un total de 4700 km. 700 km en 5 mois. En 5 mois. Ouais. OK, alright, super.
En tout cas, j'ai vraiment hâte de rentrer dans le détail, puis je sais que t'as plein de péripéties qui sont arrivées. On n'aura pas le temps, évidemment, de récapituler 5 mois en 1 heure de conversation, dans toutes les péripéties qui se sont produites. Mais je pense qu'on a suffisamment pour pouvoir avoir du fun et avoir une petite idée des obstacles les plus importants auxquels tu as fait face. Mais avant qu'on aille là, j'aimerais ça que tu nous parles du Vincent d'avant, parce que finalement, il y a le Vincent, l'aventurier, le découvreur qui a émergé ces dernières années, mais tu viens d'un univers de sport de haute performance. Puis je suis curieux de voir finalement c'était quoi cet univers-là pour toi, puis comment t'es passé d'un à l'autre, là. Le Vincent d'aujourd'hui se trouve à être aventurier, mais autrefois, c'est ça. Comme tu l'as dit, j'étais un athlète dans un sport, le ski de fond. J'ai pratiqué le ski de fond de l'âge de 4 ans jusqu'à... encore aujourd'hui, je le pratique, mais mon parcours de compétition s'est terminé quand j'avais 18 ou 19 ans. Okay. En fait, vraiment, j'ai eu un parcours... 12 ans, je me suis tout de suite intéressé aux coupes de plus haut niveau, que ce soit dans la province. Et étant plus vieux, j'ai été pris dans une équipe, entre autres un centre d'entraînement national qui est basé à Saint-Féréol-les-Neiges, où on faisait des compétitions de niveau national, donc partout au Canada et aux États-Unis. Donc pour moi, ça a été mes premières grandes expériences de voyage. Donc on s'imagine beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qui sont mises à l'entraînement, beaucoup d'argent aussi. Le ski de fond, c'est un sport qui demande beaucoup. En fait, on fait des centaines de compétitions par année au total, beaucoup d'événements, mais c'est des événements qui ont beaucoup de compétitions. Et puis, seulement 1 mois de repos pendant l'année. Donc, seulement 11 mois à s'entraîner à faire des compétitions. Et puis, moi, je l'ai réalisé pendant les compétitions que c'était pas pour moi, en fait, le sport de haut niveau. On s'imagine justement des endroits fantastiques, l'Ouest canadien, les États-Unis, des très beaux endroits où on peut pratiquer toutes sortes de sports. Moi, j'y allais pour les compétitions de ski de fond, c'est-à-dire 2 heures de ma journée se passaient à l'entraînement, sur les parcours, à étudier justement ce que j'allais faire comme course la fin de semaine. Et puis la suite, puisqu'on passait énormément de temps à la préparation et puis à la visualisation aussi des courses, on espérait gros, donc on mettait toutes les chances de notre côté. Le restant de la journée se passait à l'hôtel à se reposer. Et pour moi, c'était ça ce qui marchait pas, en fait. J'avais besoin de plus. Moi, ce que je voyais, c'était les montagnes par la fenêtre et j'avais envie de découvrir cet environnement-là. J'avais pas envie de vivre dans mes bagages. Et puis, ça a été très dur pendant un certain temps. Et pratiquement en dépression, je dirais, en compétition. Ah ouais, hein? J'avais envie de plus que juste conquérir des médailles, un podium, me battre contre d'autres athlètes. J'avais envie de conquérir moi-même et ça dans les montagnes, dans un environnement plus sauvage. Puis là, à partir de ce moment-là, fait que t'as 19 quand tu fais le move? 19 ans. Tu prends la décision, tu l'assumes, tu le communiques. Et là, ce qui commence... Fait évidemment, ça crée une espèce de vide dans ton horaire où il y a du temps qui se libère. T'es super en forme, t'as de la discipline pour t'entraîner, t'as plein de motivation. Fait comment est-ce que tu commences à créer tes nouveaux rêves? C'est quoi les nouveaux rêves qui émergent à ce moment-là? C'est exact. Toujours avoir été un sportif dans l'âme, j'ai tout de suite cherché pour la nouvelle drogue. Donc pour moi, je cherchais toujours... Moi, c'est toujours les montagnes qui m'ont intéressé. C'est ça. Donc j'ai pas eu à chercher loin. Je me suis investi vraiment assez à temps plein dans l'escalade par la suite, dans le but de développer certaines aptitudes de haute montagne, que ce soit vraiment plus à grande échelle, mais je rêvais assez petit pour commencer parce que c'était un monde qui était nouveau pour moi. Puis ça a été ma première expédition, plus vraiment à pied, a été dans les Monts-Groux au Québec. Donc vraiment, ça se trouve être la toundra alpine la plus au sud au monde en termes de superficie. Ça se trouve au 51e parallèle sur la côte nord. Puis pour moi, c'était mon premier périple en autonomie complète. Puis ça a été là pour moi la piqûre, vraiment. Je me suis rendu compte que c'était un mode de vie qui me parlait beaucoup, qui m'allait très bien. Et tout de suite, au retour de ce trip-là, j'ai commencé à rêver gros. Et j'ai tout de suite commencé à faire des recherches. De nos jours, c'est très facile sur Internet ou dans des livres de regarder c'est quoi qui existe à travers le monde. Et j'ai tout de suite mis à regarder les sentiers internationaux qui se trouvent aux États-Unis. Il y en a 3 gros, Pacific Crest Trail, Appalachian Trail et
Continental Divide Trail. Puis pour moi, quand j'ai regardé ça, c'est drôle de voir ma progression parce que ça a tout de suite été des rêves que je voyais comme impossibles. Des trucs inaccessibles, inatteignables, qui étaient d'un autre calibre encore. Donc, petit à petit, je fais des voyages à plus petite échelle au New Hampshire, aux États-Unis. Je continue à faire d'autres voyages comme ça au Québec. Je peaufine un peu mes techniques, mon expérience en randonnée. Et puis, de fil en aiguille, je m'intéresse beaucoup aux États-Unis. J'ai fait un voyage d'environ 1500 km sur la côte ouest des États-Unis, Oregon, Washington, en autonomie complète. Donc pour moi, ça a été le gros baptême aux plus longues randonnées de plusieurs semaines. Fait que là, tu choisis la Continental, parce que ça aurait pu être Pacific Crest Trail, ça aurait pu être l'Appalachian. Finalement, tu choisis celle qui est peut-être un peu... Ben, je pense que j'oserais dire la plus méconnue des trois. La plus méconnue des trois. Le Midwest américain, c'est quand même un univers qui stimule beaucoup l'imaginaire. En tout cas, pour moi, beaucoup d'Américains qui connaissent peu cette section-là des États-Unis. Fait que c'est encore plus vrai pour des Canadiens et des Québécois. Fait que c'est quand même assez... c'est super intéressant, je trouve, comme terrain de jeu pour toi qui as envie d'aller dans les montagnes, mais en plus de découvrir comme explorateur, de partir à la découverte, puis tout. C'est super intéressant. Là, t'annonces ça finalement aux gens autour de toi. Comment les gens ont réagi dans ton entourage, ta famille, parce que t'es à l'école, t'étudies, c'est un gros projet de 5 mois, il y a des sous involved, tu décides de partir seul. C'est quoi la réponse des gens autour de toi? J'ai des réponses assez divisées. D'un point de vue plus terre à terre, j'ai des amis qui m'ont remis les pieds sur terre en me disant c'est plus important les études en ce moment. Ce serait mieux de se concentrer sur les études. Mais moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué que mes entraîneurs me disaient quand je faisais encore de la compétition de ski de fond. Puis c'est assez simple, c'est en fait tout commence avec un rêve. Puis là, pour moi, suite à cette phrase-là, je me suis vraiment permis le droit de rêver, mais non seulement rêver gros. Puis mes proches, ma famille, ceux-là qui me côtoient de très près, sont habitués de ce comportement-là. Ils me connaissent assez bien. Donc, ma famille, en fait, n'était pas très surprise. Ils s'attendaient à voir. Ils voyaient ça venir. Ils savent que je suis un gros rêveur et que mes rêves, souvent, j'aime les réaliser. Puis, finalement, c'est quoi le trajet t'es parti de Montréal en avion, finalement, pour te rendre jusqu'au départ du sentier? Ça, c'est une partie du périple qui reste un peu plus méconnue. J'ai fait le départ... Je suis parti le 1er avril de Québec. Puis j'ai commencé le Continental Divide Trail le 15 avril. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce 15 jours-là? Étant au Québec en avril, encore -5, des -10, des températures assez froides, la neige, j'étais stressé de me lancer tout de suite dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc moi, j'avais besoin d'une acclimatation, j'avais besoin d'un échauffement. C'est clair. Pour moi, la réponse est assez simple. Je me suis déplacé en Californie sur un autre sentier, un des gros trois, le Pacific Crest Trail. Puis j'ai réalisé un échauffement de 300 km dans le désert au sud. Pourquoi la Californie? Parce que la Californie, le Pacific Crest Trail se trouve à être un sentier qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, à mon avis. Les villes sont beaucoup plus proches et aussi il y a beaucoup plus de personnes qui le font. Donc, dans un environnement beaucoup plus contrôlé que le désert du Nouveau-Mexique, là où il n'y a pas d'eau pendant pratiquement 100 km. Donc, moi, j'avais l'envie de me donner une certaine acclimatation à la chaleur. Donc, du 1er avril jusque dans le coin du 12 avril, j'ai fait un échauffement, comme je disais, de 300 km dans le sud de la Californie, sur le Pacific Crest Trail. Par la suite, j'ai pris un avion de San Francisco jusqu'à Tucson, en Arizona, où j'ai pris un autobus de Tucson jusqu'à Lordsburg, au Nouveau-Mexique. Lordsburg se trouve à environ 150 km du départ, mais le départ du sentier, c'est ça, 150 km au sud, vraiment la frontière du Mexique, il n'y a pas de route qui vont là. Donc j'ai dû m'arranger avec un loco qui m'a fourni un lift sur des sentiers vraiment de terre. Là. Donc je l'ai payé pour qu'elle me déposer au début du sentier. Et puis le 15 avril, c'est là où j'ai touché la frontière du Mexique pour officialiser le début du périple. Fait que là, il n'y a rien. Là. Il n'y a pas une arche avec des feux d'artifice qui dit... Il y a une arche. Il y a un monument qui indique que c'est le point le plus au sud aux États-Unis. Du moins dans l'État, le début du sentier. Mais mis à part ça, 100 mètres plus loin, t'es dans le désert. T'es dans le désert. Il n'y a pas grave. Les infrastructures il y a tellement rien que
le loco qui m'a donné un transport jusqu'au commencement du sentier, il y avait aussi la tâche de me déposer de l'eau à 5 points stratégiques dans le but de pouvoir m'approvisionner en eau potable parce que à part ça, il n'y a rien. Ah oui, parce que je me demandais, tu sais, puis je commençais à calculer 3 litres, mettons, minimum, 4 litres pour la bouffe par jour, 20-30 km par jour. Je me suis commencé à dire, ça fait beaucoup d'eau à transporter. Là, tu avais des points de dépôt comme ça. J'avais 5 points de dépôt juste pour la première section. OK. On s'était arrangé ensemble. Il m'avait déposé de l'eau à 5 points stratégiques où moi, je pouvais m'approvisionner en eau. Fait que là, ces 100 premiers kilomètres-là. Ces 100 premiers kilomètres-là, j'ai seulement utilisé ces 5 points d'eau-là. Fait que ça ressemble à quoi l'intégration de ta nouvelle vie? Parce que là, tu développes des... Pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'aussi longue randonnée ou même de longue randonnée, point, peu importe la distance, d'apprendre finalement à des nouveaux modes de fonctionnement. Ta routine, elle ressemblait à quoi finalement? Une journée dans la vie de Vincent, les premières semaines, ça ressemble à quoi? Puisque j'avais déjà fait 300 km en Californie, je pouvais déjà me lancer un peu la tête confiante sur le Continental Divide Trail. Je pouvais déjà commencer à marcher les distances que j'avais envie de marcher. Moi, je marchais environ 50 km à chaque jour. Quand j'avais une journée devant moi, je visais toujours pour 50 km. Quand même. C'est-à-dire 30 miles. Donc pour moi, c'était vraiment la distance que je cherchais à parcourir. Et puis la journée typique, ça va être un réveil. Je suis quelqu'un d'assez paresseux par rapport au réveil dans la vie. Donc pour moi, je préférais finir tard. Donc moi, j'allais me réveiller. J'allais me réveiller vers les 7 heures du matin. Cool. Ce qui est bon, étant donné que le soleil va se lever plus vers les 6 heures. Ouais. Je suis aussi un amoureux des couchers de soleil. Donc pour moi, j'étais gagnant dans ce soir-là. Je finissais mes journées vers 8h, 8h30. Okay. Et puis j'installais ma tente ou souvent je dormais à la Belle Étoile, quelque chose que j'adore. Super. Et puis sinon, la journée en tant que telle, quelques pauses, mais très peu. Surtout juste des pauses pour le dîner. Puis le dîner est assez rudimentaire, peut-être un dîner de 30 minutes. Puis souvent, je mangeais sec. Tu mangeais sec? Je mangeais surtout sec. Le seul moment où je me donnais le luxe d'avoir mon brûleur, c'était pour le souper. Okay. Là où je peux vraiment relaxer, que la journée est derrière moi. Ouais. Mais quand la journée est encore en mouvement, moi, le déjeuner, c'était go, on part. Le dîner, c'était une petite pause. Et puis le souper, c'était plus relax. Là. Donc une journée typique, c'est vraiment plus un gros push jusqu'au souper. Puis avec une pause dans tout ça. Là. OK. Ouais. Alright, super. Puis éventuellement, finalement, tes premiers obstacles un peu plus considérables sur la route, ça ressemble à quoi? J'imagine qu'il y en a eu plein. Là. On parle d'obstacles plus le sentier en tant que tel, l'environnement ou... Ce que tu veux. Ce que je veux, ben en fait, si on regarde le sentier sur une plus grande échelle, moi j'avais des obstacles dans chaque état. Le Nouveau-Mexique, pour moi, le plus gros défi se trouvait être le désert. Dans le sud, parce que c'était une partie qui me stressait beaucoup. On n'a pas de désert, nous, au Canada. Là, on a donc, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et puis, quelque chose qui s'est très bien passé, d'ailleurs, j'ai été très chanceux côté température. Pour vrai, j'avais froid. Ah ouais? En pleine journée dans le désert. Je m'attendais à pire. La semaine d'avant, il y avait une grosse... beaucoup de chaleur. Donc, moi, je m'attendais à vivre la même chose, mais non. Pour moi, j'ai eu vraiment du beau temps dans le désert, des températures plus fraîches. Pourtant, ici, on a suffoqué tout l'été. Mais là, on était en avril. Ouais, non, c'est ça. Donc là, pour moi, le Nouveau-Mexique, c'est cette partie-là qui me stressait plus. Le Colorado, le prochain état, la partie qui me stressait le plus, en fait, ça se trouvait être une chaîne de montagnes qui s'appelle les San Juans. Ça se trouve vraiment être dans le sud de l'état. C'est une section pour moi d'environ 300 km que j'allais parcourir en ski et non seulement en solitaire. Donc pour moi, ça, c'était un plus gros défi. C'était mon premier voyage de ski vraiment solitaire dans des montagnes en terrain. On s'imagine des terrains avalancheux, puis il n'y a pas de sentier puisque la neige recouvre tout. Donc ça, pour moi, ça, c'était le défi du Colorado. Puis le Wyoming, il y avait un autre désert qui s'appelle le Great Divide Basin. Okay. Cette fameuse ligne que j'ai mentionnée tout à l'heure, la division continentale qui sépare la ligne hydrographique du continent, en fait, là, elle contourne un gros espace du territoire. Puis justement, le fait qu'elle contourne justement un territoire si vaste, elle a créé un désert en plein centre. Ah ouais, hein? Puis ils ont décidé de passer la trail en plein centre. Donc ça, c'était un autre désert. Et le Wyoming, c'est aussi le début du Grizzly Country. Donc pour environ la moitié du parcours, j'ai dû
j'ai dû me déplacer dans un environnement qui avait des grizzlies, les plus grosses bêtes. Ouais. Et puis Montana, Idaho, même chose, ça se trouve va être vraiment le grizzly country qui était le défi, là. Wow. Ouais. Je suis curieux quand même, la première section, si on veut, les 3 premiers états, de passer du désert au désert en passant par une zone de ski. Tu sais, c'est quand même... En tout cas, moi, je trouve ça fascinant là, d'un point de vue imaginaire. On dirait que ça stimule plein d'affaires. Ça s'est passé comment, la transition puis la portion ski? Justement, tu disais que c'était ta première expé de ski solo. C'est vrai que géographiquement, c'est quelque chose qui choque assez, là. C'est drôle, j'ai commencé à skier en fait au Nouveau-Mexique. Okay. Dans le nord du Nouveau-Mexique, il y avait encore beaucoup de neige dans la partie nord du territoire. Donc, j'ai des images de moi qui traîne mes skis dans le désert. Littéralement, il y a des canyons, je me déplaçais dans des rivières, j'avais mes skis sur le dos. Que tu avais pu récupérer un point de dépôt. Ben, c'était la ville la plus proche, la plus proche, tu sais, la mais ville la qui plus n'est proche. pas exactement là où la neige est encore. Exact. Fait que là... Exact. Je devais traîner mes skis selon le point de dépôt le plus proche et non là où la neige commençait exactement. Puis j'étais content aussi de pouvoir traîner mon équipement pendant une période de temps plus longue que prévu. Ça me laissait plus de temps d'adaptation avant les vraies montagnes. Okay. Parce qu'on s'imagine que j'ai un nouveau sac pour cette partie du périple-là. Je traîne des skis, je traîne des bottes. Mon sac est paqueté différemment. Donc pour moi, c'était juste aussi prendre l'habitude de rentrer les choses différemment dans le sac. Ouais. J'avais une routine différente, plus de poids sur le dos aussi. Ouais. Donc c'était de me développer ces aptitudes-là avant d'être vraiment dans le vrai défi, c'est-à-dire les montagnes du Colorado. Donc j'ai commencé vraiment à porter mes skis dans le nord du Nouveau-Mexique et sur une section d'environ 130 km, j'ai dû faire 30 km de ski. Okay. Donc je les ai surtout portés, mais il y a un 30 km pour moi, plus d'adaptation. J'ai pu... la dernière fois que j'avais skié, ça se trouvait peut-être il y a un mois au Québec, donc c'était pas si loin que ça dans ma mémoire là, musculaire et tout. Là. Donc j'ai été capable de faire une petite portion de ski au Nouveau-Mexique. J'ai eu un ravitaillement suite à cette section-là. Puis par la suite, c'était vraiment un 300 km de ski dans les montagnes du Colorado, les San Juans. Puis ça a été assez... Je m'attendais à ça. Ça soit extrême, mais il y a quelques trucs, comme tu as dit, que j'ai pas planifié. En fait, j'ai eu un bris d'équipement assez majeur. Le genre de bris d'équipement qui pardonne pas. Okay. J'ai une fixation qui a cassé en 2 morceaux. Et puis moi, je travaille dans un magasin de ski, je suis technicien dans une boutique et puis j'ai jamais vu ça, ce bris-là. Fait que la fixation, elle a cassé dans quel sens? La butée avant, là où je vais insérer la partie plus avant de la botte, le métal a littéralement cassé en 2 morceaux. Donc le système à pin qui sert à garder la botte en place était inexistant. C'était dû à des froids extrêmes? Parce que... Je pense que c'était une fixation qui était très légère. Et puis, je pense que je l'ai mis à dure épreuve. Ouais, c'est ça. La question que je me pose, c'est est-ce que la fixation était déjà fissurée avant le départ, ce que je pense, ou si je l'ai fissurée seulement avec le poids de mon sac pendant les 30 km que j'avais fait avant. Mais là, comment tu t'en rends compte? Parce que là, je veux dire, t'as eu tous tes kilomètres d'adaptation, t'arrives dans les montagnes du Colorado, tu commences à skier, tu te lèves un matin puis elle est cassée ou ça se fait... ça se fait en plein mouvement, en fait. Ça, j'ai été assez chanceux de ce côté-là parce que ça aurait pu mal tourner. C'est ma fixation à briser sur le plat. Okay. Donc ça a été la chance parce que je suis quelqu'un de très léger dans la vie quand je me déplace en montagne, donc j'avais pas de casque. Ça aurait pu tout aussi bien être en descente, puis on s'imagine des terrains très, très à pic. Mais non, ça m'a brisé sur le plat. En fait, la fixation a commencé par fissurer, puis à se séparer du reste du corps. Et puis moi, j'ai tenté de la réparer justement avec une strap. J'ai un kit de réparation assez rudimentaire. Je suis assez léger, donc, mais la strap n'a pas tenu le coup. Une dizaine de minutes plus tard, c'était vraiment 2 morceaux distincts. Okay. Donc pour moi... Et là, t'es où, en fait? J'avais fait 32 km dans les montagnes jusqu'à présent. Okay. Je me trouvais sur un plateau enneigé d'environ 3600 mètres de hauteur. Il y avait de la neige à perte de vue. Il y avait quelques petits endroits où c'était possible où il n'y avait pas de neige, en fait. Mais on s'imagine vraiment de la neige partout. J'étais sur des gros plateaux.
J'étais en fin de journée, t'as peut-être 3-4 heures, donc on s'imagine la nuit qui approche. Ouais. Et pour moi, je peux pas continuer avec un ski brisé. Il me reste encore une longue section dans les montagnes avant mon prochain ravito. Donc, mon premier réflexe, je vais tout simplement revirer de bord avec mes skis sur le dos. Parce que la ville la plus proche est derrière toi. Est derrière moi. À quelle distance? 32 km, la distance que j'ai parcourue. C'est ça, exact. OK. Fait que tu traversais une ville. Le matin même, tu partais d'une ville. Le matin même, je partais d'une ville. 32 km plus tard, ma fixation brise. Mais j'ai pas été capable de revenir sur mes pas tout de suite. La raison est... La neige me le permettait pas. Il est 3-4 heures l'après-midi. 3-4 heures l'après-midi. C'est là où la neige est la plus chaude. À chaque pas, je calais environ à la hauteur des genoux jusqu'aux hanches. Ah oui, parce que c'était au printemps. J'étais au printemps. Impossible pour moi de revenir avec les skis sur le dos. Donc, j'ai pris la décision de dormir sur un de ces petits endroits-là où il n'y a pas de neige. J'ai posé ma tente là, j'ai passé la soirée parce que j'ai dû me réveiller vers les minuit. J'ai dû me réveiller à minuit pour profiter du fait que la neige a durci pendant la nuit, pour revenir sur mes pas, le 32 km que j'avais marché la veille, pour retourner en ville, puis considérer mes options. Fait que là, t'arrives au petit matin. J'étais arrivé au petit matin. Ça m'a fait une journée de 64 km, dont 32 km à pied et 32 en ski. Puis une nuit de sommeil vraiment déplorable. J'étais sur des gros plateaux, donc les vents étaient extrêmement forts. C'était vraiment pas un endroit idéal, mais j'avais aucune autre option. Ah, puis c'est des températures qui sont quand même challengeantes parce que t'es mouillé dans le jour, ça gèle la nuit. Tu sais, il y a une gestion de l'humidité puis du froid qui est quand même incomparable avec d'autres températures dans l'année. Là, On parle d'environ ce que j'ai eu à subir comme température. Le plus froid que j'ai eu à dormir, c'est peut-être dans les moins 10. OK, ouais. Mais on est quand même au mois d'avril, donc moins 10 au mois d'avril, c'est quand même... On est au mois de mai, en fait. On est au mois de mai, c'est ça, on est à fin mai. Moins 10 au mois de mai, c'est un peu hors de la norme. Mais c'est aussi au Colorado, c'était pas si mal. C'est un moins 10 qui se prenait bien parce que c'est très sec. Ouais. Donc j'avais ça de mon côté aussi. Mais c'est ça, c'est des températures qui... des bris comme ça d'équipement, tu peux pas vraiment niaiser. Là. Faut que... Ah non, c'est clair. Fait que t'as réussi à avoir le support que t'avais besoin. J'ai réussi à avoir le support dans la ville. Ouais, à cause de mon travail, j'ai eu accès vraiment à un représentant de la compagnie de fixation Colorado. J'ai été capable de m'arranger avec lui. Il m'a envoyé des fixations neuves. 2 fixations neuves. On a décidé de ne pas prendre de chance parce que l'autre fixation que j'avais sur le ski semblait être fissurée aussi. Fait que comme ça, t'avais un backup. En tout cas, t'avais un truc en réserve. J'ai eu 2 fixations neuves. Donc, ce 32 km-là qu'on parle, je l'ai fait 3 fois en fait. Ah ouais, je l'ai fait une fois dans une direction, une fois marcher dans l'autre, et puis la fois que j'ai réessayé, qui a été la bonne, la 3e fois. Et c'est ça, la 3e fois a été la bonne parce que par la suite, j'ai réussi à traverser l'entièreté des chaînes de montagne en ski, sans pépin cette fois. Sans pépin, mais ça n'a pas été partie gagnante dès le départ. Là. Ça a été quelque chose de très difficile. On s'imagine justement des grosses montées enneigées, qu'il faut faire vraiment faut monter en S, là, c'est très à pic. Des descentes aussi avec piolet, parce que c'est aussi très à pic, très glacé. Puis à cause que la qualité de la neige devenait vraiment... je vais dire médiocre, là, vraiment en fin d'après-midi. Je me réveillais très tôt, dans les 3-4 heures du matin, là où la neige est le plus dur, pour être capable de faire beaucoup de déplacements dans la première partie de la journée, parce que je savais que j'allais être ralenti par les conditions après le dîner. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, on s'imagine des journées qui commencent très tôt, qui finissent tard, très demandantes, sans compter le fait qu'on est aussi à 4000 mètres. Là. Wow. T'arrives au bout de cette section de ski-là, tu retombes dans le désert. Je retombe dans le désert. Tu traverses le désert. Puis après ça, tu rentres dans tu disais le Grizzly Country. Grizzly Country. Là, t'es dans un autre genre d'environnement. T'es dans le bois. Puis il me semble que t'as un petit pépin qui arrive pas longtemps après tout ça, quand même, je pense, avant la moitié de l'expédition, avec une branche. C'est dans cette section-là, non? Je suis encore dans le Colorado à ce moment-là, mais c'était tout juste après la section de ski. OK. Ouais, j'avais renvoyé mon équipement de ski à la maison. Pour moi, la neige était terminée, donc je revenais vraiment à un parcours à pied.
Et puis, je traversais une section qui avait quelques arbres de tombée. Continental Divide Trail, si on en parle aux personnes qui l'ont fait, c'est un sentier qui est dans un état lamentable. Ah ouais, C'est un sentier qui est pas très, il est pas très entretenu. Donc, je traversais une section qui avait beaucoup d'arbres de tombée. Je marchais sur quelques tiges et puis j'ai marché sur une branche qui devait être, ma foi, très acérée parce qu'elle m'a transpercé le soulier, non seulement, mais aussi le pied très profond. C'est une branche qui a cassé dans mon pied. Et puis, étant encore une fois, je le dis, très léger, ma trousse de premiers soins est constituée de polysporin, du tape et des Advil. Et donc, c'est pas grand-chose. Et pour moi, j'ai fait ce que j'ai pu sur les lieux, c'est-à-dire retirer la branche, nettoyer la plaie du mieux que je pouvais. Mais là, juste pour bien s'imaginer, tu sais, c'est que la branche est rentrée à travers ta semelle, est rentrée dans ton pied, elle a cassé au niveau de la semelle, comme flush avec la semelle. Ouais. Fait que j'imagine que juste enlever ta botte, ça doit être super tough, là. Enlever le soulier, ça a pris du temps. Ça a pris peut-être un bon 5 minutes que je trouve le bon point d'entrée pour être capable de sortir la branche. Ah ouais, c'est ça. Elle avait vraiment cassé exactement à la hauteur de la semelle, donc j'avais aucune prise. Donc juste enlever le soulier, c'était impossible puisque ça transperçait non seulement mon soulier mais mon pied. T'étais clouté. J'étais empalé dans la chaussure. Ouais. Donc c'est ça, juste l'enlever, c'était un défi. Mais suite à l'avoir enlevé, j'ai été capable de j'ai fait ce que j'ai pu, en fait, tout simplement. Puis non seulement je suis en plein milieu du bois, je suis sur un sentier, j'ai dû marcher 70 km sur cette blessure-là. Donc sur le coup, c'était pas si mal, c'était peut-être sur une échelle de 10, 3-4, côté douleur, la journée même. Mais je savais au fond de moi que dormir sur une blessure, le processus de récupération du corps, le processus de guérison, il va faire en sorte que la plaie va s'infecter. J'avais des bouts de bois, puis on s'imagine aussi toutes les bactéries qui se trouvent sur ma semelle. J'ai déjà marché des milliers de kilomètres avant ça. Toutes les bactéries de la semelle vont dans ma plaie. Tes bas super propres. Les bas super propres, exactement. Tout ça dans la plaie. Donc, je savais au fond de moi qu'une bonne nuit de sommeil, ça allait juste rendre ma situation pire. Ouais. Je me réveille le lendemain. Mon pied se trouve être 2 fois plus gros que le voisin. T'avais-tu enlevé ta botte? J'avais enlevé, j'avais dormi. T'avais dormi, ouais, mais sans ta botte. Sans ma botte, sans le soulier, en fait. Et puis, c'est ça, le pied qui se trouve être 2 fois plus gros que le voisin. J'avais de la misère à rentrer dans la chaussure. Puis, ça, c'était du bon 8-9 sur 10 le lendemain. Marcher sur cette plaie infectée-là pendant. Il me restait pas si longtemps que ça, 20 km, mais ça a été les 20 km les plus longs que j'ai fait de ma vie, ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Une douleur qui se calme pas, une douleur qui est très vive. Et puis, par la suite, en ville, c'est là où j'ai été amené à l'hôpital avec les assurances. Ça s'est très bien passé de ce côté-là. Mais ils m'ont nettoyé le pied du mieux qu'ils pouvaient. C'est une plaie qui était encore très gonflée. J'ai eu des antibiotiques. J'ai passé pratiquement 5-6 heures à l'hôpital. Donc, j'étais vraiment dû. Là. Il fallait que... Aux États-Unis, t'es content d'avoir une bonne couverture. T'es content d'avoir une bonne couverture. Ouais. T'es content d'avoir pris le temps de planifier ça avant le départ. Mais c'est ça, on m'enlève ce qui doit être enlevé et puis on nettoie ce qui doit être nettoyé. Et puis je prends environ, étonnamment, juste 6 jours de repos avant de remettre les pieds sur le sentier. Donc moi je m'attendais à pire. Sur le coup, quand je marchais sur cette plaie-là qui faisait très mal, je pensais que mon aventure se terminait là. Ouais. Puis que j'allais plier bagage. J'imagine que t'as été chanceux, ça a comme pas affecté de nerfs. Tu sais, elle a dû rentrer comme à la bonne place. Puis ce qui faisait surtout très très mal le lendemain, c'est le début d'infection. Fait que là, avec les antibiotiques, ça l'a aidé. Ça a dû aider, mais tout de même, t'es quand même fait empaler finalement le pied. Une semaine plus tard, tu repars. Et là, tu te remets à marcher là-dessus. Quand même un bon défi. Ce qui faisait encore très mal. 6 jours plus tard, la plaie était pas complètement guérie. J'avais un itinéraire, j'avais un horaire assez strict. Je devais continuer à marcher. J'avais pas le temps de m'arrêter encore une semaine. Puis j'ai certainement pas le budget non plus pour m'arrêter indéfiniment. Moi, mon budget est planifié pour que je marche et non pour que je passe du temps en ville. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis remis 6 jours après sur le sentier. Et puis, une douleur qui a persisté vraiment longtemps.
Pendant Ok. 1 mois, j'ai marché sur un pied qui faisait mal. Et dans ma tête, je pensais que c'était tout simplement le processus de guérison du corps. Mon corps est en train de guérir la plaie. Puis je me disais que c'était endurable, mais toujours quelque chose. Toujours une sensation. Et puis, je suis arrivé à un certain point, justement, dans le Wyoming, dans une chaîne de montagne qui s'appelle le Wind River Range. Une chaîne de montagne seulement en granit, des gros pics. On passe à Yosemite, on passe à vraiment des grosses chaînes de montagne en granit. Et puis, pendant une journée complète, j'ai marché seulement sur de la roche. Seulement sur des roches, sur des boulders. Donc, le pied qui se déplace de gauche à droite en tout temps, là, ça faisait très mal. Arrivé au camp, je regarde ma plaie, je me rends compte qu'elle est ouverte encore. Et puis, je vous épargne les détails, mais il y avait un bouton, en fait, de pu et ça saignait. Donc, j'ai décidé de faire une petite incision puis de jouer un peu au chirurgien en pleine nature. Et puis, j'ai réussi à sortir un gros bout de bois qui était demeuré dans le pied. Il était resté dans la plaie. Donc, pendant environ 1 mois, 3 à 4 semaines, je marchais. La douleur qui était encore là, ça se trouvait être un bout de bois qui était encore dans la plaie. Et mon corps essayait de le sortir. Ben, avec raison. Avec raison. Et t'as réussi à enlever ça. Et mon corps a réussi à sortir, et puis j'ai réussi à enlever ça et à encore une fois prendre soin d'une plaie ouverte. On s'imagine que le soulier, ça doit être la place de mon équipement qui est la plus sale. Je marchais environ 12 à 14 heures par jour. Donc c'est 12 à 14 heures dans un endroit fermé pour une plaie ouverte. C'est pas l'environnement idéal pour une guérison sécuritaire. Dirais-tu que c'est dans les moments pas mal tough de l'expédition? Dans les moments pas mal tough, je dirais, oui, exact. Ouais. Beaucoup d'incertitudes, puis beaucoup de douleur aussi. Mentalement, ça fatigue beaucoup. C'est clair. Ah ouais, c'est quoi qui te fait avancer à ce moment-là? Parce que as-tu pensé peut-être... C'est une bonne question. Ouais, c'est ça, je me dis, as-tu pensé à arrêter ou prendre une pause? Je comprends que tu avais un horaire strict, en même temps c'est toi qui fais cet horaire-là. Ouais, c'était quoi ton processus de décision pour dire, ok, non, je choisis de poursuivre? C'est une très bonne question, puis je dis ça parce que c'est une question que je me suis posée à chaque jour. La question est, pourquoi je fais ça? Je pense que c'est une question que tous les aventuriers se posent pendant les périples, pendant les aventures. Puis pour moi, quand j'ai terminé l'aventure, c'est une question qui est restée sans réponse. Ok. Puis au début, je cherchais toujours la réponse, à trouver pourquoi est-ce que cette question-là demeure sans réponse. Puis je cherchais en vain cette flamme-là qui me pousse à marcher à travers un pays en entier. Puis je suis venu à la conclusion que je pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de réponse. C'est que des périples comme ça, je mets tout sur la ligne. Je fais pas ça pour une raison en tant que telle. Il y a juste une partie de moi dans mon âme, dans mon vivant, qui veut faire ça, puis qui se sent vivant là. Quelque chose qui est inexplicable, que mon subconscient a envie de faire, malgré moi. Donc pour moi, dans ces moments-là, il y a vraiment une partie de moi qui a quand même la flamme, puis qui a quand même envie de continuer à marcher ça. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve super beau, quelque chose d'inexpliqué. Il n'y a pas une raison exacte pourquoi je fais ça. Il y a juste moi, mon esprit qui a envie d'être là. Ben, tu la nommes, la raison, finalement. Moi, j'entends quelqu'un qui dit « ça me fait vibrer », ça crée une flamme, il y a un feu en dedans de moi qui scintille quand je fais ça, puis... C'est juste quelque chose de très inaccessible, de très inconscient, que c'est dur de trouver le mot exact. Quand on pense à une raison, on pense vraiment à un élément en tant que tel. Je fais ça pour ma famille, je fais ça pour ma fierté, pour le dépassement de soi. Mais pour moi, c'est une réponse qui... J'ai pas le mot exact. Donc, on a une question avant de clore l'épisode. On a une question classique qu'on pose à tout le monde qui est par rapport à la relation au temps. Tu sais, le nom du show s'appelle 168 heures parce qu'il y en a 178 heures dans une semaine. Puis finalement, c'est simplement de voir toi actuellement dans ton équilibre, dans ta recherche d'équilibre, à la poursuite de tes rêves, avec l'école, avec, tu sais, là, t'atterris d'un long périple, etc. C'est quoi la relation que tu entretiens avec le temps en ce moment? Pendant le périple,
c'est drôle, mais c'est lent. Ça passe pas vite. Mhm. On est en tout temps dans sa tête, puis on n'a pas tous les divertissements qu'on a dans la vie de tous les jours, que ce soit on passe vite de même à la télé, ou les amis, ou le sport, le quotidien qui peut passer très vite parfois. La ville, ça bouge beaucoup. Mais là, on se retrouve dans un environnement complètement différent. Donc pour moi, c'est un périple qui a passé très lentement au moment présent. Mais maintenant, avec rétrospection, avec un regard sur le passé, c'est que ça a passé très vite. Donc je suis en constante dualité parce que dans le moment présent, pendant le périple, des fois, les journées de 12 heures pouvaient paraître comme des journées de 48 heures. Ouais. Mais maintenant que c'est derrière moi, c'est quelque chose qui est passé en un claquement de doigts. Ah, ça, c'est fascinant comment le temps fait ça. C'est vraiment spécial. Ouais. Donc, pour moi, c'était aussi une source de motivation pendant le trip parce que je savais que à mon retour, ça allait avoir passé super vite. Donc, ça me permettait de profiter plus du moment. Ouais. Mais c'est ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un phénomène spécial parce que maintenant que je regarde en arrière, c'est encore hier que je me vois à la frontière du Mexique. Ouais. Puis pourtant, des fois, il y avait des journées qui étaient interminables. Je trouve que ça, c'est une pas pire astuce, justement, dans les moments difficiles qu'on a besoin de continuer à avancer. Mais ça fait mal, puis c'est dur, puis peut-être on doute, de se rappeler qu'un jour, on va y repenser, puis ça va avoir l'air d'avoir passé super rapidement, tu sais. Exactement. Ouais. Ah, super. Merci pour ces paroles de sagesse. Ça fait très plaisir. appréciées. Très gentil. Si les gens veulent suivre tes prochaines aventures ou en savoir un petit peu plus sur le parcours que tu viens de faire, où est-ce qu'on peut te suivre? En ce moment, ça se trouvera être sur mon Instagram, tout simplement. Landry Okay. Vincent. Ou sinon, Super. sur Facebook. Si on cherche à me rejoindre pour des questions X, j'ai toujours le plaisir de répondre. Ça soit sur Instagram, Facebook. Et puis... As-tu fait des conférences? Penses-tu faire des conférences dans le milieu J'aimerais ça, scolaire? j'aimerais ça. Je pense qu'il y a quelque chose à dire sur ça. J'ai vécu beaucoup de choses et puis je suis toujours quelqu'un qui a aimé partager mes expériences, que ce soit pour inspirer certaines personnes ou pour partager ma passion avec ceux-là qui sont un peu moins méconnus dans le domaine. Mais oui, c'est quelque chose que je planifie à moyen long terme là, pour... Ben oui, absolument. Ce serait super inspirant. Je pense que tu serais super bon. Absolument. Super gentil. Cool. All right. Ben, merci beaucoup d'être passé, vraiment. Si vous voulez en savoir plus sur Vincent, vous savez où le trouver sur Instagram. C'est 168 heures. C'était un super bel épisode. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Si vous avez des questions pour moi ou vous voulez en savoir un petit peu plus, Samuel Ostigui sur Instagram aussi, sur Facebook et puis sur Internet. Vous irez fouiller. Au grand plaisir de se retrouver tout le monde.